Bastogne, le 4 janvier 1945. Les mouvements de troupes sont difficilement compréhensibles pour nous. Les Américains tentent de nous convaincre que la victoire se dessine lentement, que les Anglais sont les atouts de ce succès. Quand on regarde autour de nous, il est très difficile, sinon impossible, d'imaginer que ce décor dantesque va servir à fêter une victoire. La victoire est-elle à ce prix ? J'apprends que Patton arrive à Bastogne, alors que les Allemands nous arrosent copieusement. La vie, si on peut nommer notre existence ainsi, continue. Les problèmes d'hygiène réapparaissent d'une manière aiguë. Promiscuité, contamination sont monnaie courante. Les vivres et les moyens d'éclairage diminuent. Il faut s'éclairer avec parcimonie. À partir de 17h, nous vivons pratiquement dans le noir. Au centre, les jours se suivent et, hélas, se ressemblent. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Quelques-uns ont perdu leurs parents, ou du moins ne savent pas où ils sont. À l'hôpital militaire, les soldats arrivent de plus en plus souvent trop tard. J'ai l'impression de travailler au terminus de la vie. Je n'ai pas entrepris les études d'infirmière pour vivre ça. Ma vocation vient-elle de mon prénom, comme le prétend ma mère ? Élisabeth, comme la reine sur le front de l'Isère. Si elle aime à le croire, c'est pareil pour moi. Je baragouine l'anglais assez pour tenir une conversation avec les soldats blessés. Je reçois beaucoup de messages à faire parvenir aux familles. Je garde chaque lettre précieusement, consciente de l'importance de chacune d'elles. Rien que pour cette raison, je retrouve un peu de vigueur. Et si cette victoire n'était pas une utopie ? En ce 4 janvier, deuxième jour de la contre-offensive alliée, les Allemands tentent une dernière fois d'encercler Bastogne. Parmi les Alliés, les Britanniques entrent pour de bon dans la bataille dès ce 3 janvier. Il y avait une unité, la 51e Highland Division écossaise, la 53e Welsh Division galloise. Il y avait la 6e Airborne qui a été amenée d'urgence par bateau, par camion sur le terrain. 6e Airborne parachutiste. Il y a eu aussi les divisions et les brigades blindées. Donc au total, ça fait à peu près 70 000 hommes. Intégrés au 30e corps, les troupes britanniques comprennent aussi des soldats canadiens et des SAS belges et français. À la tête de ces troupes, le général Montgomery. On peut dire que Montgomery était un peu controversé. Ça remonte à l'Afrique du Nord. Il voulait toujours un grand commandement. Il avait une façon de concevoir la tactique militaire tout à fait différemment de Eisenhower. Eisenhower voulait jouer au rouleau compresseur sur un large front, tandis que Montgomery, lui, c'était la pointe d'attaque, et puis on élargissait. Ce qui veut dire, c'est qu'à un certain moment, surtout dans la bataille des Ardennes, vis-à-vis du général Eisenhower, il a monté une campagne de presse, à tel point, de dénigration bien sûr, à tel point que vers le 28 décembre, avec l'accord de Churchill, il n'était pas loin de devoir rentrer en Grande-Bretagne et être remplacé par le général Alexander. Finalement, ça ne s'est pas fait. Le 3 janvier, les civils réfugiés à Villers-la-Bonneau vont de force être poussés sur les routes par les Allemands et vivre pendant plusieurs jours une longue marche en enfer. Le 3 janvier à 9h du matin, voilà un Allemand qui vient à l'entrée de la cave et qui dit « Raus dehors tout le monde ». Évidemment, personne ne bouge, personne ne veut bouger, il revient avec une grenade en main et à ce moment-là, les adultes ont bien compris qu'il fallait sortir. Et donc nous sommes sortis de la cave, là-bas à Villers-la-Bonneau, et on ne savait pas ce qu'ils voulaient.
ce que les Allemands voulaient, où ils voulaient nous emmener. On croyait rester dans le fond du village, faire une tranchée, mais alors il y a eu 3 Allemands qui sont arrivés, un avec une grenade, une mitrailleuse même, et le fusil. Donc on n'avait pas le choix. Il y en avait un à la tête, au milieu et au bout. On n'avait pas le choix. Et s'il avait essayé d'avancer par la vitesse, allez, il poussait avec la canne, chose du canne du fusil, quoi. La trentaine de personnes qui étaient ainsi réfugiées dans la maison des oncles de Marcel Lafontaine sont poussées sur les routes malgré la présence de blessés. Je vois encore Marie Garcia, la maman, Marie, une jeune fille qui est époumonée, blessée au poumon, et donc tous les 30-40 mètres peut-être à bout de souffle. Elle devait s'asseoir sur quel siège, sur un seau renversé. Et voilà, c'est ainsi qu'on va prendre le chemin de l'Outremange. Le soir du 3 janvier, la petite troupe trouve refuge à l'entrée d'une grange à Tarchamps. C'est à ce moment-là que l'Allemand le plus agressif s'est effondré, il avait été tué. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne serons plus accompagnés que par 2 Allemands. On est rentré dans une étape, toujours. Il y avait des bêtes. On a dormi sur le béton. Toujours, qu'est-ce qu'on mangeait? Puis on buvait peut-être un peu, on ne mangeait pas. On n'avait pas le cœur à ça. Alors, à 4 heures du matin, il y a de nouveau venu des obus. Et toutes les fenêtres de l'étape sont rentrées dedans. Donc, nous étions de nouveau aux 80. Et on a essayé de traire une vache pour boire un peu du lait avant de partir et faire un petit peu avec de la farine pour avoir à manger, quoi. Mais alors, on s'est remis en route. Mais c'était toujours dans la neige, le froid. Mais nous n'avions plus que 2 Allemands. Le 4 janvier, le cortège descend la route de Lachelève. Je vois encore la descente vers la gare Lachelève, atroce, les bombardements. On voyait au loin les canons allemands qui tiraient ces gueules de feu qui éclataient véritablement. Et il neigeait. Et là, vraiment, quelle journée, une journée atroce. On est arrivé à Derenbach. Et là, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus qu'un Allemand. Est-ce que l'autre a été tué en descendant à Schleif ou je ne sais pas quoi. Et on nous a installés dans un bowling. Donc c'était long et il y avait un poêle, on a pu faire du feu. On était déjà contents, on n'était pas si mal. Mais comme protection, rien du tout parce que c'était un bowling, donc c'était des mois longs et assez longs, pas de protection. Après quelques jours, un obus contraint les réfugiés à reprendre la route qui les conduit à Oberwanpack. Là-bas, au rez-de-chaussée, il y a 4 Allemands qui sont en train de découper de la viande de cochon. À la cave, c'était des Luxembourgeois, donc des civils. Mais c'était plein. Ils priaient, je les entends encore prier en luxembourgeois. Et alors le propriétaire, le patron, dit écoutez, je voudrais bien vous aider, mais vraiment ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de place. Donc nous avons pris notre chemin pour sortir d'Oberwanpack. On était à peine 5 minutes dehors, voilà un bombardement. Mais là nous avons vu les avions, nous avons vu tomber les bombes. C'était quelque chose, on a dit, oh, c'est pour nous, c'est fini. Et alors, on a vu tomber les bombes, on était derrière un vieux mur. Et quand les bombes sont tombées, c'était fini.
Mais nous avions toujours notre drapeau blanc avec nous. Nous sommes repassés par la ferme qui, entre-temps, elle, avait reçu une bombe qui avait tout détruit. Et là, au rez-de-chaussée, les 4 Allemands étaient tous les 4 étendus. À la cave, les Luxembourgeois, là, il n'y avait pas de problème. Et alors, le propriétaire nous a dit, écoutez, je possède une étable un peu plus loin, vous pouvez y aller, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de protection. Et c'est là que nous avons vécu pendant quelques jours, dans l'attente de l'arrivée des Américains. La famille de Jean-Pierre Offergeld, après avoir été expulsée de la maison à Vielsalm, arrive à Langlire, où elle est accueillie à la ferme L'Escrénier. Cette ferme était occupée par des Allemands. Et il y avait un Allemand qui était chargé de faire la cuisine pour les autres. Et cet Allemand, ils avaient tué un cochon. Il laissait une petite place sur la cuisinière pour nous autres, pour chauffer ce que nous devions chauffer, mais lui, il occupait la plus grande partie. Mais enfin, il faisait, avec le cochon, il faisait une tête pressée qui sentait bon, je me souviens, à l'odeur de ce qu'il préparait, mais évidemment, ce n'était pas pour nous. Près de la ferme, il y avait aussi un canon qu'on appelait les orgues de Staline. Et ça nous effrayait. Quand ce canon tirait, c'était sans arrêt. Les Allemands décident de réquisitionner la ferme. La petite famille trouve alors refuge dans une autre ferme du village, la ferme Thielen. Et on s'est retrouvés, je ne sais pas combien, peut-être plus de 50, dans les grandes caves. Il y avait de très grandes caves. Et nous avons tous été accueillis par ces personnes généreuses qui étaient monsieur et madame Thielen et leur fille. Nous sommes tous accumulés dans cette cave où il y avait des grands tas de pommes de terre. Je me souviens que nous dormions sur les tas de pommes de terre, c'est tout ce que nous avions, mais nous arrivions quand même à dormir. On s'endormait sans doute, je me souviens plus ou moins qu'on s'endormait probablement au bruit des prières, car on récitait des chapelets, à longueur de chapelet. Et probablement que ces prières finissaient par nous faire dormir, mais on avait faim. On vivait dans la plus grande promiscuité.